Bonsoir, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus dans ce cadre superbe du grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour une nouvelle édition de notre rendez-vous hebdomadaire. Il sera aujourd'hui question des enseignants. Les enseignants, ils sont 860 000 actuellement en France, plutôt en diminution, ce qui augmente les tensions actuellement d'ailleurs. Et on a vu récemment les enseignants du secteur privé rejoindre ceux du secteur public pour manifester ensemble, c'était une première, contre les réductions d'effectifs. Et puis, on peut d'ores et déjà parier que cette question des enseignants, notamment de leur nombre, sera au cœur du débat de la présidentielle. Et d'ailleurs, un des candidats socialistes, celui que la primaire a retenu, je veux parler de François Hollande, a d'ores et déjà annoncé qu'il créerait pas moins de 60 000 postes nouveaux en 5 ans. Mais au-delà de ces aspects statistiques, peut-être l'essentiel est-il de s'interroger sur le rôle des enseignants. Comment ce rôle s'ajuste-t-il face à des enfants qui évoluent, face à des parents et à une cellule familiale qui évolue tout autant? Quel est leur rôle social dans la société contemporaine? Enseignants, quelle légitimité aujourd'hui? C'est le thème de notre débat avec 3 invités que je présente sans tarder et que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté de nous consacrer ce temps de discussion. Sophie Bazin de GC, vous êtes diplômée d'HEC, enseignante, professeure d'histoire-géographie. Vous avez passé le CAPES d'histoire. J'ai noté que vous aviez créé une école bilingue à Boulogne. Oui, carrément. Une enseignante années. Qui crée une école. Voilà, et je suis revenue ensuite à l'enseignement. D'accord. Et vous participez ici même au Collège des Bernardins à un séminaire sur la question de l'autorité. Absolument. À côté de moi également, Laure Martin. Alors, Laure Martin, vous allez être pour nous la représentante des parents d'élèves. D'abord parce que vous êtes mère de famille, 3 enfants, mais également famille nombreuse, mais également parce que vous présidez l'association des parents d'élèves de l'école où vous avez scolarisé vos enfants. De l'école-collège, oui. École-collège qui se trouve à Paris dans le 4e arrondissement qui s'appelle l'école-collège Saint-Méry. Et enfin, Jacques Arène. Bonsoir. Bonsoir Jacques Arène, vous êtes, je le rappelle, psychanalyste, co-directeur du département Société humaine et responsabilité éducative ici même au Collège des Bernardins. Et puis quand vous avez fini vos enseignements ici, vous partez pour Lille, puisque c'est à l'Institut catholique de Lille, au département éthique, que l'on vous voit également dans ce rôle d'enseignant. Vous êtes l'auteur de beaucoup de livres qu'on ne citera pas ce soir parce qu'ils n'ont pas de rapport direct avec notre débat, mais je renvoie nos téléspectateurs, auditeurs à vos nombreux ouvrages. Alors peut-être pour commencer Jacques Arène et puis ensuite nos autres invités, comment est-ce qu'on peut oser poser la question de la légitimité des enseignants? Est-ce que véritablement un enseignant, dès lors qu'il est dans une fonction d'enseignement, dans un cadre scolaire, doit démontrer sa légitimité? Est-ce que véritablement celle-ci est remise en cause aujourd'hui et pourquoi? Oui, elle l'est. Enfin, on peut partir d'ailleurs de la parole elle-même des enseignants qui déclarent. Moi, il m'arrive d'avoir des enseignants, par exemple, dans mes clientèles, de psychothérapeutes, des personnes qui disent « je ne me sens pas légitime ». Donc, c'est le vécu lui-même de ces personnes enseignants qui ont le sentiment de ne pas pouvoir justifier de leur présence vis-à-vis des enfants, d'avoir à chaque fois à installer une autorité ou à installer un ascendant sur la classe qui leur fait face, et que c'est toujours à refaire. Alors, vis-à-vis des élèves, mais aussi vis-à-vis de la société en général, où un regard critique existe vis-à-vis des enseignants, alors divers, mais quand même qui est beaucoup plus présent qu'auparavant. On se méfie un petit peu du monde enseignant, et on a l'impression que c'est un métier un petit peu dévalorisé. Voilà, donc je crois que c'est d'abord quelque chose lors du vécu, mais qui n'est pas seulement chez les enseignants. Je crois que beaucoup de personnes en situation éducative, alors les enseignants sont en situation éducative, mais les parents aussi ont parfois ce sentiment de ne pas être légitimes ou de ne pas avoir de légitimité. Quand vous dites c'est toujours à refaire, est-ce que ça veut dire qu'au cours de l'année scolaire, il faut à nouveau qu'ils fassent leurs preuves finalement? Ou est-ce que c'est vraiment le début de l'année, la façon de prendre le groupe scolaire Au cours de l'année, enfin, ça dépend des enseignants, bien entendu, de la position qu'ils ont dans le groupe et dans le collège ou dans l'école. Mais je dirais que alors il y a une variable personnelle qui est très importante, bien sûr, mais qu'il ne faut pas trop souligner, à mon avis, parce qu'il n'y a pas que cette question personnelle. Il y a aussi, je veux dire, tous les ans, c'est à refaire. Ouais. Tous les ans, je crois, enfin, je suis enseignant d'une manière plus simple, d'une certaine manière, dans le supérieur, c'est un peu plus simple comme position. Mais tous les ans, quand on fait face à de nouvelles classes,
le problème peut se reposer. Alors évidemment, il y a des enseignants qui sont moins anxieux que d'autres, qui ont l'impression que les choses sont plus simples pour eux, qui ont l'habitude, qui ont un savoir-faire, et tout ça, ça joue. Sophie Bazin-Gessé, est-ce que vous avez de plus en plus de stress, vous, dans ce rôle? Non, je n'ai pas plus en plus de stress, mais je trouve que le début de l'année est toujours difficile, même quand les conditions sont bonnes. C'est vrai que de se trouver face à sa classe, c'est toujours un moment clé, c'est toujours un moment décisif dans l'établissement de son autorité, c'est vrai. Alors pour ce qui est de la question que vous posiez à Jacques sur la légitimité aujourd'hui, je crois que tout le monde a besoin d'être légitimé de toute façon. Et ce qui est difficile, je pense, pour les professeurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont fortement en décalage par rapport à la société. Je crois qu'ils sont en décalage d'abord parce que la société est très utilitariste aujourd'hui. On attend des choses très pratiques, très concrètes. On attend de savoir que les enfants sachent parler anglais, bon, très bien, effectivement, qu'ils sachent utiliser un tableau Excel. Donc tout un monde de compétences, et le mot revient de plus en plus dans l'éducation, on parle de compétences tout le temps. La formation humanisante, c'est-à-dire le détour, parce que Jacqueline de Romilly appelait donc le détour, les humanités, les lettres, l'histoire, même, pourquoi pas, le latin et le grec, est beaucoup, beaucoup moins justifié socialement aujourd'hui. Mais quand vous dites que les enseignants sont en décalage par rapport aux évolutions que vous citez... C'est d'abord, la première mission, à mon sens, en tout cas à mes yeux de l'enseignant, c'est de transmettre un savoir. C'est la transmission. Est-ce que malgré tout, on les accompagne dans ces évolutions ? Qui ? Les enseignants. Qui les accompagne ? Je ne sais pas, la formation continue. Ça se gère par note interne ou est-ce qu'il y a... Oui, ça se gère par note interne. C'est les inspections qui vous jugent et puis... non, voilà. Enfin, je veux dire que principalement, c'est l'inspection qui vous juge, mais une fois tous les 5 ou 6 ans. Alors, sur cette question introductive, Laure Martin, mère de famille... Le décalage, je crois que c'est vraiment le mot-clé. Oui, ce décalage qui s'observe différemment en fonction des tranches d'âge, justement. Je ne pense pas que la légitimité de l'enseignant soit remise en cause à l'école primaire, par exemple, parce qu'on attend de la maternelle puis de l'école primaire qu'on appelle encore les fondamentaux. Et de ce point de vue-là, personne ne remet en cause les enseignements qui sont reçus par les enfants. Je n'ai pas l'impression que les parents remettent en cause la matière même de l'enseignement qui est dispensé. Ce décalage s'observe incontestablement beaucoup plus dès qu'on arrive au collège, oui. Ça, c'est sans doute pas faux. On a l'impression que nos enfants apprennent des matières. Alors, vous citiez le latin-grec, c'est certainement un bon exemple. Par goût, moi, je parlerais plutôt de la géométrie ou de la chimie, mais c'est incontestable que ce sont des matières dont on se demande à quoi elles vont bien pouvoir leur servir. Est-ce que vous croyez que les enfants ont un regard plus critique qu'ils ne l'avaient autrefois et une relation peut-être plus sensible avec leurs enseignants ? Est-ce que le psychanalyste a quelque chose ? Bien sûr, même je crois que, mais alors là aussi, c'est pas seulement vis-à-vis des enseignants, mais encore plus par rapport aux enseignants. Il ne me passait pas à l'idée d'adolescents, il y a une trentaine d'années, de remettre en cause, par exemple, un programme. De dire, au fond, Racine, j'ai pas envie d'étudier Racine. Ça ne passait même pas par l'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une évidence de la transmission qui était décidée par les adultes, alors parfois d'une manière arbitraire, mais qui était de cet ordre-là, alors qu'aujourd'hui, les adolescents, en particulier les adolescents, les enfants c'est peut-être un peu différent, mais peuvent dire, mais oui, mais là, ce que tu m'enseignes, est-ce que vraiment c'est valide, ce que tu m'enseignes ? Mais ils le disent dans un comportement d'opposition parfois, délinquant. Alors parfois dans des comportements d'opposition, mais aussi il y a une espèce de questionnement constant sur la validité de ce qui est transmis, mais qui correspond à une crise de la transmission aussi. Comme disait Sophie de Gessé, alors on insiste sur les compétences, donc il y a un décalage, mais je crois que c'est plus profond que ça, c'est-à-dire qu'on doute toujours que ce qui est donné en termes de savoir à l'école ou ailleurs est vraiment valide pour aider au mieux nos enfants. Alors ça correspond à une angoisse très forte, évidemment, pour ce que vont devenir nos enfants. Mais il y a un doute très fort sur ce qui est sur le ressort de la. Vers quoi évolue le statut de l'enseignant ? Évidemment, dans l'ordre de l'enseignement, il y a la dimension de l'apprentissage et la dimension de l'éducation. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces thèmes. Alors, prolongeant ce que vous avez évoqué à l'instant, la dimension des compétences. Il est un fait qu'elle est maintenant au cœur du processus d'enseignement au sein de l'école. Alors, d'où ça vient ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ?
et quel regard vous portez là-dessus? On a compris que vous n'étiez pas du tout dans cette tendance-là. Je ne veux pas du tout opposer compétences et formation, ce que j'appelle la formation humanisante. Ce n'est pas du tout incompatible. Ou apprentissage des savoirs. Oui, si vous voulez. C'est pas du tout incompatible, ça ne s'oppose pas. Et bien souvent, c'est tout à fait imbriqué. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une grande angoisse, effectivement, des parents face à l'avenir de leurs enfants. Et que du coup, elles poussent peut-être à rechercher des choses pratiques immédiatement, dont on pense qu'elles vont servir. C'est le mot que vous avez employé. Alors qu'il me semble que l'enseignement a des visées beaucoup plus larges, qui sont des visées humanisantes, et qu'on perd dans notre société de vue, en tout cas partiellement. C'est vrai, on a plutôt tendance à considérer l'enseignement reçu par nos enfants comme un moyen pour arriver à une fin, plutôt que comme une fin en soi. C'est incontestable. Oui, je crois qu'il faudrait se poser la question. Sachant que cette fin, c'est leur bien-être actuel, voire futur. Oui. Jacques Arène. Oui, ça correspond aussi à c'est presque une vision de l'homme, de l'être humain, une anthropologie, comme on dit en termes techniques. C'est-à-dire qu'on a une vision de la transmission des savoirs qui est une vision, je dirais, technique. On pense qu'il s'agit d'acquérir un certain nombre de choses. Alors que dans l'enseignement, il se passe quelque chose qui est plus profond et plus important, qui est que l'esprit se forme au contact des savoirs. C'est-à-dire que quand un élève qui fait 10 ans d'études entre l'école primaire et le collège plus le lycée, non seulement acquiert des compétences, mais en même temps se forme intérieurement, se forme psychiquement, acquiert une certaine intelligence des choses, une certaine manière d'aborder les choses qui tient à la transmission des savoirs. Alors là, on n'est plus dans des compétences qu'on peut mesurer comme ça, mais qui sont plus complexes. C'est-à-dire que pourquoi on apprend le latin, ou pourquoi on apprend les maths aussi, pas seulement parce qu'on sait que les mathématiques vont être utiles pour faire de la physique, ou parce que le latin va être utile pour faire de l'étymologie, mais parce qu'on sent qu'il y a une formation de l'esprit qu'il y a derrière tout ça, et que la personne qui apprendra du latin d'une manière intelligente, ou qui fera des mathématiques d'une manière intelligente, s'aiguisera l'esprit et aura une attitude d'humanisante, comme disait Sophie de Gessé, qui lui permettra d'être différemment dans le monde des adultes. Et qu'est-ce qui manque à nos jeunes générations pour être ouverts à ce que vous évoquez là? Est-ce que c'est parce que c'est des générations plus agitées, plus zapping, ouvertes sur l'infinité des Je crois qu'il ne faut pas d'abord généraliser. Je crois qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont assez réceptifs, en fait, à l'enseignement qu'on peut leur donner. Donc, voilà. Bon, pour d'autres, c'est vrai qu'il y a d'autres influences très fortes qui viennent contrecarrer ce que nous pouvons faire à l'école et éventuellement avec les parents aussi, d'ailleurs. Je pense bien sûr au rôle des médias. D'Internet, qui introduisent à des choses complètement différentes. C'est évident que quand l'instituteur, autrefois, était le canal du savoir et que l'enfant n'avait comme image que son livre d'histoire, évidemment, ça le faisait rêver, Saint-Louis sous son arbre ou Gambetta dans son ballon. Bien sûr, aujourd'hui, c'est bien plus drôle et attrayant ce qu'il trouve sur Internet. Donc, d'autres influences que la nôtre, voilà. Et il faut qu'on fasse avec ça. Alors, on évoque au fond un peu dans le rapport parent-enfant une dimension d'instrumentalisation des uns par les autres. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez la relation avec les professeurs? Est-ce qu'au fond, cette compétition qui est en jeu dès les plus petites classes amène de plus en plus de parents à faire du professeur un médiateur de la réussite de leur enfant, point à la ligne? Alors, un médiateur de la réussite de leur enfant, oui, ça, incontestablement. Encore une fois, je pense que c'est moins vrai pour l'instituteur ou le professeur des écoles que pour les professeurs de collège. En plus, on a tout de même le sentiment que les professeurs de collège ne sont pas tellement demandeurs d'une discussion avec les parents. C'est moins évident d'avoir accès à un professeur de collège qu'à l'instituteur ou à la maîtresse. Ils ont peur ? Pourquoi les professeurs de collège auraient... Parce que matériellement, c'est plus simple quand on va chercher l'enfant à la sortie de l'école de rencontrer la maîtresse que de rencontrer le prof. Le professeur de collège a beaucoup plus d'élèves, alors que la maîtresse a une trentaine d'enfants qu'elle connaît bien, qu'elle voit toute la journée. Le rapport avec l'enfant n'est pas le même et fatalement le rapport avec les parents non plus. Et puis le professeur est en charge d'une partie de l'horaire scolaire, donc il n'est pas en charge de toute... D'accord. C'est différent. Donc ce rapport de force, au fond, est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous le percevez autour de vous ou pas? Oui, encore une fois, la discussion avec la maîtresse est très facile, oui, pour des raisons pratico-pratiques. Avec l'enseignant, non, elle ne l'est pas, incontestablement. Parce que ça m'intéresse de... Justement, de savoir pourquoi. Oui, de savoir pourquoi, parce que
parce qu'on a l'impression que le professeur est moins disponible. Qu'il est moins disponible, Mais ça fait partie de ses attributions de dialoguer avec les parents. Absolument, donc s'il se dérobe, c'est qu'il y a une raison. Qui connaît moins nos enfants. Oui, c'est absolument. Non, mais qui s'appuie. Oui, c'est une impression. Jacques Arène, est-ce que vous croyez moi, je pratiquais surtout en tant que parent d'élève ces choses-là. Mais j'ai aussi la chance d'être, ou la malchance d'être fils d'enseignant. Donc j'ai vu un peu vous voyez, mes parents fonctionner avec ces questions-là il y a quelques dizaines d'années. Et alors, ce qui est frappant, je dirais que, alors ça dépend des enseignants, et ça dépend des collèges, et ça dépend des équipes. Je pense qu'il y a une grande diversité. Et parfois, il y a une forme de méfiance qui existe entre parents et enseignants. Méfiance parfois justifiée. Moi, je l'ai vécu personnellement, parce que les enseignants parfois sont agressés, il y a une espèce de relation qui est un peu tendue et parfois un peu hostile. Donc certains enseignants se protègent beaucoup. Ou franchement hostiles dans certains quartiers. Voilà, mais pas forcément dans les quartiers les plus défavorisés. Moi, j'ai vu des quartiers très peu défavorisés avec des enseignants qui... Bon, des parents qui parlaient aux enseignants d'une manière assez particulière. Bon, donc il y a cette méfiance, mais qui est réciproque, hein, parfois. Donc, mais qui correspond à un point de vue global de la société. C'est-à-dire qu'il faut percevoir qu'entre adultes d'une même génération, on est plus méfiant. Il y a moins cette solidarité générationnelle, me semble-t-il, qui faisait partie du donné commun il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est-à-dire que les parents se méfient des enseignants, les enseignants parfois des parents. Entre parents, il n'y a pas toujours une grande solidarité. Quand on voit parfois des parents qui ont des difficultés avec tel ou tel enfant, qui se retrouvent assez seuls, parce que les autres parents, il y a une disqualification qui est très rapide. Les gens privatisent beaucoup le vécu familial et se resserrent sur leur famille et leurs petits qu'il faut pousser, et puis les petits des autres sont moins intéressants. Alors je dis ça d'une manière un peu caricaturale, un peu humoristique, mais c'est des choses qui existent. Donc cette solidarité générationnelle, ce sentiment qu'on a tous à éduquer ensemble une génération qui nous suit, je crois, est moins présente. Alors ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cet individualisme contemporain quand même qui est plus présent. Et pourtant, c'est vraiment le contraire de ce qu'on devrait faire. On devrait travailler ensemble, parents et enseignants, toujours. C'est comme dans un couple, quand le père dit une chose et la mère dit autre chose, c'est pas très bon pour l'enfant. Ça arrive. Bon. Mais disons que si c'est le mode de fonctionnement habituel, c'est pas très bon pour l'enfant. C'est la même chose. Hein. Si un parent dénigre et si un professeur, que je n'espère pas, mais se permet des réflexions éventuellement sur la famille, c'est absolument le contraire de ce qu'il faut faire. Et quand on dit tu as tel professeur, mon fils, c'est catastrophique, je vais essayer de te faire changer ou je ne sais quoi, c'est fichu. Enfin, je veux dire, l'année est terminée. Hein, oui. Si on revient sur la question des apprentissages des savoirs, c'est quand même ces savoirs qui sont au cœur de la sélection scolaire. Donc quand vous disiez tout à l'heure que les enfants sont de plus en plus hermétiques à ces apprentissages fondamentaux et de matière, enfin, j'ai un peu entendu ça chez l'un ou l'autre, est-ce que quand même aujourd'hui on ne les ramène pas toujours fondamentalement à il faut apprendre ses leçons, il y aura des notes, vous serez interrogé Qu'est-ce qui a véritablement bougé par rapport à ça? Quand vous dites on s'intéresse de plus en plus aux compétences et de moins en moins au savoir, ça c'est un constat qui vient d'où? Écoutez, vous parlez des notes, des évaluations, etc. Je crois que là encore, on est en décalage. Je pense que le temps de l'école est complètement différent du temps de la société et qu'on a du mal à gérer ce décalage. Je pense que dans la société contemporaine, tout va vite. On est une société qui vit dans un éternel présent, dans l'immédiateté. Or, le temps de l'école, c'est exactement l'opposé. C'est un temps long. D'abord parce qu'on s'appuie sur le passé. Nos savoirs, ils nous viennent d'un héritage du passé. Ensuite, parce qu'il faut un effort continu, de longue durée, souvent ingrat. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous dites ça à des enfants, ils cliquent, ils ont une pizza 10 minutes plus tard. Et donc, quand ils travaillent un soir un peu plus que d'habitude, ils pensent que le lendemain, ils vont avoir 18. Et non. Et donc, c'est difficile pour nous d'entraîner ce mouvement, de faire comprendre ça. Vous êtes d'accord avec ça, temps de l'école différent du temps de la société? Ah oui, incontestablement. On est oui, dans une société de plaisir immédiat, c'est vrai, tout vient tout de suite. En cliquant, par exemple, en cherchant une application, n'importe quoi, ça va extrêmement vite. Et or, c'est vrai, apprendre à lire, ça demande un effort considérable qu'il est difficile d'imposer à nos enfants plus ou moins longtemps.
c'est difficile aussi de leur faire valoir le plaisir qu'ensuite ils auront à lire, justement, à lire énormément de choses. Une petite histoire quand ils ont 6 ou 7 ans, un roman à 10 ou 12 et encore 1000 autres choses à l'adolescence. Qu'est-ce que les enseignants attendent de vous sur ce mode-là, justement? Est-ce que vous avez en face de vous des enseignants qui vous disent attention, pas trop d'Internet, pas trop de télévision? Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont, pour que ce temps de l'école soit vécu comme il doit l'être, que les parents ont un rôle à jouer pour qu'il n'y ait pas trop de césure entre ces deux temps, au fond? Alors qu'il y ait un travail d'équipe, oui, entre les parents et les enseignants, ça je crois même que c'est la clé de l'éducation, même celle dont les parents rêvent pour leurs enfants, incontestablement. Je crois tout de même que les enseignants sont assez lucides pour savoir que c'est quand même difficile de ne pas faire rentrer Internet ou n'importe quoi d'autre. Il y a une bonne utilisation dans les ici, maisons. il ne faut pas d'excès. C'est sans excès. Oui, mon fils est rentré ce soir en disant il faut que je fasse une recherche sur Internet. C'était pour ses devoirs du lendemain. Je me demande si c'est pas ça la grande révolution, au fond, si on se réfère à l'instituteur, la figure de l'instituteur. Il avait en face de lui des enfants qui étaient un peu hors du monde par rapport à ce qu'est l'enfant d'aujourd'hui. Oui, qui était plus protégé du monde, moi je dirais, qui était plus protégé du monde avec au fond les parents et les enseignants qui avaient plus la main et qui contrôlaient mieux le reste. Ouais, c'est-à-dire le reste, on a parlé des médias, mais aussi il y a toute une série d'influences qui ne sont pas seulement les médias. Les médias ne sont que des moyens, comme leur étymologie le dit. Il y a par exemple tous les réseaux sociaux de jeunes, le fait que de connexion, ce qu'on appelle au fond les relations entre pairs, PIRS, qui fait qu'il y a tout un poids de ces relations-là qui est très forte, qui est beaucoup plus forte qu'il y a 50 ans. C'est-à-dire que la culture jeune, qui est évidemment portée par les médias, mais qui est portée aussi par les jeunes eux-mêmes, mais aussi parce que les adultes leur laissent cette place-là. Donc c'est un peu compliqué comme histoire. Mais toujours cette culture-là a plus de place. C'est-à-dire que je crois que les parents ont plus à faire maintenant avec les amis de leurs enfants, ou en fait les groupes qui sont avec leurs enfants, tous ces groupes-là qui ont une influence. Donc, toutes ces choses-là rend l'approche plus complexe, plus difficile, et pour les parents et pour les enseignants. D'où le fait de se balancer parfois la patate chaude en disant que c'est la faute de l'autre. Et l'école, j'imagine, n'a pas intérêt à se couper de ces sources d'information qui sont celles des enfants quotidiennement. C'est-à-dire qu'une école où on dirait, attention... C'est vrai, par exemple, la recherche documentaire sur Internet, c'est vraiment le piège par excellence. C'est-à-dire que sur Google, pour ne pas le citer, on va tomber sur la première itération qui sera peut-être complètement en dehors du sujet ou complètement orientée, et le jeune ne saura pas la décrypter. Il faut leur apprendre à s'en servir. C'est évident que c'est une des missions de l'école aujourd'hui. C'est vrai, il faut qu'on leur apprenne à s'en servir. Mais plus généralement, je crois que le rôle de l'enseignement est aussi de leur apprendre à hiérarchiser, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et ça passe éventuellement par ce type d'apprentissage, enfin d'Internet, mais en même temps par beaucoup d'autres choses. De ne pas être submergé par un flot d'informations, qui comprennent la différence entre un savoir et une information, et qui comprennent qu'ils ne pourront pas penser qu'avec des informations. Oui, Internet a du succès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le savoir qui est véhiculé par Internet qui est contestable, parce qu'au fond, c'est une mine, Internet. Mais c'est le rapport au savoir qui se connecte sur ces questions-là. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse avoir accès facilement, sans effort, à un certain nombre de données qu'on va tout de suite assimiler. Moi, j'enseigne à des étudiants, je vois bien, par exemple, la plupart des étudiants sont incapables d'aller chercher les sources de données bibliographiques qui sont très pointues maintenant sur Internet, qui sont très, très spécialisées dans le monde universitaire. Alors, il faut évidemment les accompagner pour l'apprendre, mais en même temps, on sent très bien que le fait d'aller sur une bibliothèque virtuelle, d'aller chercher des documents, de faire une recherche par mots-clés, d'être dans des trucs un peu compliqués, alors là, ça devient tout de suite... On préfère faire du copier-coller sur Wikipédia, c'est plus simple. Donc, vous voyez, il y a un rapport au savoir, mais qui n'est pas porté par les jeunes, qui est porté par la société dans son entier, qui dit, au fond, on peut avoir accès au savoir comme en faisant du copier-coller, de manière immédiate, alors que au fond, et parfois les parents aussi portent ça, et le reste de la société, de dire au fond, il faut pouvoir apprendre d'une manière facile. Il y a une espèce d'image de facilité de l'apprentissage, il suffit de motiver les élèves, etc. Alors, il y a une dimension initiatique dans l'apprentissage du savoir, et cette dimension initiatique, c'est de l'ordre de la complexité aussi. Alors, d'un effort. Quand vous dites le mot effort, au fond, là, vous vous déplacez de la question des apprentissages vers celle de l'éducation. Alors, les enseignants sont-ils encore des éducateurs? Quel est le rôle d'éducation qui leur est imparti aujourd'hui? Oui.
Bien sûr. Ils le sont. Oui. Comment ? Mais je pense que par le fait même de transmettre ce qu'on sait, on donne une éducation. Quand je parle de... je sais pas, je parle de Périclès ou de Gaulle, je fais appel à leur liberté, je fais appel à ils se projettent dans ces personnages, par exemple. L'autre jour, on étudiait l'immigration en France depuis 1850. Et on parlait d'immigration italienne. Et tout à coup m'est venue à l'esprit l'idée de parler de Lazare Ponticelli. Vous savez, le dernier poilu. Bon, j'avais pas du tout préparé ce que j'allais dire. Je raconte la vie de Lazare Ponticelli. Et là, il y a eu une qualité d'écoute, un silence vraiment impressionnant. Je pense que la vie remarquable de cet homme dans des conditions difficiles et exceptionnelles, ça les a interpellés sur leur propre liberté. Vous voyez, c'est des petites choses... Vous connaissiez la vie de Lazare Ponticelli ? Oui, c'est un personnage qui m'intéressait. Ouais. Il y avait, vous savez, le discours... Oui, bien sûr. Il ne savait pas qu'il allait finir dans une telle gloire. Voilà, absolument. Mais je pense qu'en tout cas, ça répondait à une attente de leur part. Vous voyez, des moments comme ça, c'est des moments d'éducation, certainement. Alors Martin, quelle est la part éducative que vous confiez ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été plus intéressés parce que justement vous étiez sortis des exposés didactiques auxquels ils étaient habitués ? Non, je ne crois pas. Je crois que parfois je peux sortir et personne n'a l'air particulièrement intéressé. C'est le thème là qui les a passionnés. Bien sûr. Vous l'avez peut-être exposé sur un mode un peu plus personnel et plus... Oui, peut-être, je ne sais... Sensible. Non, vous savez, on ne sait pas très bien à quoi tiennent les choses. Parfois, c'est une question spontanée. Je me souviens, on étudiait Nuremberg, par exemple, et la réaction des troisièmes, ils me disent « Mais madame, et vous savez, ils étaient peut-être obligés de faire ça, les nazis. » Alors, je dis, il faut que je fasse quelque chose. J'ai dit, mais on peut toujours dire non dans la vie. Et alors là, on est parti sur Antigone, sur le fait de dire non. On a eu un vrai débat là-dessus. J'ai fini par leur montrer le film Sophie Scholl sur la Rose Blanche, mouvement de résistance des étudiants allemands. Voilà, vous voyez, ça passe par des choses comme ça. C'est de l'éducation. Vous êtes professeur d'histoire géo. Oui. L'histoire est la matière la plus contestable par définition, n'est-ce pas ? Je vous sens qu'il vous affolait. Objectivement, l'historien nous raconte une histoire qu'il n'a pas connue, qu'il n'a pas vécue, par la médiation des écrits, des sources documentaires. On n'est pas dans la certitude mathématique, on est quand même dans une ni géographique. On est dans une matière discutable. Donc que vos enfants, vos élèves... Il y a des sources, il y a des travaux d'historiens. Elles sont interprétées différemment selon les gens qui les lisent. Bon, quand même, il y a une vérité... Il y a une vérité historique. On ne peut pas atteindre la vérité historique, parce qu'elle est passée, c'est un objet qui est hors de notre portée. Mais il y a tout un travail de l'historien pour s'en rapprocher le plus possible. Il y a quand même d'accord. Si je vous provoque de cette manière-là, c'est pour quand même se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une réticence à un apprentissage d'un savoir révélé, notamment en histoire chez nos jeunes, qui eux ont plutôt l'idée que cette histoire qu'on raconte depuis toujours, elle est un peu... Je crois pas. Je crois qu'il y a une soif de sens. Je crois que dans cette société, il y a une quête de sens et il y a le désir d'avoir un récit. Vous voyez, que les choses ne soient pas un chaos, mais qu'elles aient un sens. Et je pense que l'histoire répond aussi à cette quête de sens. Avec les débats auxquels on a assisté ces derniers mois sur le contenu des programmes scolaires en matière d'histoire, le fait que la chronologie disparaissait, qu'on oubliait Louis XIV, il ne faut pas que c'est pas vrai, mais quand on l'enseigne au mois de juin, il y a beau y avoir beaucoup de soleil dans le ciel, c'est pas le meilleur moment pour écouter l'histoire du roi Soleil. Bon, c'est vrai ça, on a une matière là qui est un peu tordue en fonction des idéaux du c'est-à-dire moment. que, vous voyez, nous, le programme s'impose à nous, c'est notre rôle de l'enseigner tel qu'on nous le donne. C'est vrai qu'après, on a des goûts qui se portent sur telle ou telle période et qu'on peut trouver négligés. Ce que je constate quand même dans ces programmes, c'est qu'on étudie le XXe siècle en troisième, on l'étudie en première et on l'étudie en terminale avec les nouveaux programmes. Donc moi, je vous parlais un petit peu de présentisme. J'ai l'impression que je le retrouve un petit peu dans les programmes. Alors Martin, est-ce que, en tant que mère, vous confiez aux enseignants de vos enfants une parcelle de votre rôle éducatif ? Et laquelle ? Oui, incontestablement. C'est ne serait-ce qu'en dans une question de temps de la journée, mes enfants passent hors de la maison un temps qui est considérable, temps pendant lequel ils reçoivent une influence qui n'est pas la mienne. Donc oui, je suis obligée de faire une... Est-ce que c'est d'abord une discipline qui prolonge la vôtre ? Est-ce que c'est d'abord une discipline qui prolonge la vôtre ? Oui, un peu. Allez, disons-le. Nous avons été très vigilants dans le choix de l'école et du collège de nos enfants, en espérant retrouver un cheminement commun, disons, entre les valeurs
dispensés par les chefs d'établissement et de là les enseignants et les nôtres, oui, bien sûr. Jacques Arène, la dimension éducative, notamment, moi j'aimerais que vous réagissiez à ce qui est maintenant dans les programmes depuis, je crois, 2008, c'est-à-dire l'éducation civique, morale. On doit faire de la morale à l'école. On est allé chercher des manuels qu'on a eu du mal à trouver d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est vraiment un besoin parce que tout fout le camp et qu'il faut reprendre nos enfants? Ou est-ce qu'il y a véritablement un besoin dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que ça dénote? Disons qu'il y a une continuité et une rupture. La continuité, c'est ce qu'on dit, c'est que les enseignants ont évidemment toujours eu une dimension éducative à leur rôle, comme les parents peut-être un peu plus que les enseignants. Et alors ça, c'est la continuité. La rupture, c'est probablement qu'avant, on pensait que la transmission de savoir, que ça se faisait par la médiation de la transmission de savoir, qui elle-même est... Voilà, ce qu'on dit quand on parle de telle figure historique, de tel aspect, on sent bien que les jeunes se forment à travers ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une attente ambivalente, de plus en plus forte du reste de la société, des parents comme les autres, que l'enseignant, au fond, pallie, l'école en général, pallie à l'éducation dans son côté, pallie les défaillances éducatives dans leur côté le plus basique. C'est-à-dire, par exemple, un gamin qui a du mal à avoir une certaine discipline, on pense que l'école va peut-être l'aider un peu à avoir un peu plus de discipline. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on considérait comme acquis, il y avait une espèce d'homogénéité dans toute la culture autour de ça. Maintenant, on attend plus de l'école d'aller plus vers cette éducation-là, parce que certains parents ont du mal. Donc ça, c'est autre chose. D'où, effectivement, la réintroduction de choses qui existaient auparavant, mais de dimensions d'éducation civique, morale, etc., qu'on essaie de réintroduire. Alors le problème, c'est le côté artificiel de la chose, c'est-à-dire... Et puis aussi la non-homogénéité. Moi, je pense qu'il y a une partie des adultes qui ne sont pas d'accord. Alors du coup, ça rend les choses compliquées. Une partie des adultes qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'on peut introduire un certain nombre de choses à l'école dans la mesure où il y a une certaine solidarité et relative convergence des adultes concernant ça. Je pense que beaucoup d'adultes ne sont pas d'accord, considèrent que c'est une manière de voir surannée, que c'est une manière d'introduire une forme d'autorité dépassée, que d'abord on n'arrivera pas à trouver des thèmes civiques qui sont communs, etc. Donc, et on y voit tout de suite, parfois, en tout cas, une entreprise politique. Donc il n'y a pas de convergence autour de ça. D'où me parle cet enseignant qui me fait de la morale. C'est un peu ça qu'on pourrait entendre secrètement dans la bouche des élèves. Oui. Écoutez, j'ai jamais fait de cours de morale. Et non. Ouais, c'est pas au prof d'histoire géo qu'on confie ça. Quoique l'instruction civique, c'est à vous, ça? Oui, mais ça, c'est pas de la morale, l'éducation civique. En tout cas, tel que c'est aujourd'hui, c'est de connaître les droits et devoirs du citoyen. Voilà. On attend aussi justement de l'école qu'elle forme nos enfants en tant que citoyens. Donc je pense pas que ce soit remis en cause. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. Ceci étant, on est obligé, on a une part éducative aussi et de morale parce qu'on gère un groupe en fait et que souvent les enfants aujourd'hui vivent dans des familles assez réduites et qu'à l'école ils sont confrontés à un groupe plus large et donc ils doivent apprendre d'autres façons de se comporter. Il y a une morale de ces comportements. Elle n'est pas explicite si vous voulez, mais elle est implicite dans le bon fonctionnement d'une classe, le respect de l'autre. Voilà. Alors je vous propose maintenant, après avoir dressé ce tableau pour le moins contrasté, de nous interroger un peu sur cette corporation que constituent les enseignants. Comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce qu'aujourd'hui... Alors, on va dresser un tableau un peu manichéen. Est-ce que c'est une corporation, j'ai dit 860 000 enseignants? Est-ce qu'ils sont là, assis sur leurs acquis, leur petit rythme? Alors vous allez hurler, évidemment, je provoque encore. Non, mais voilà, ils ont toutes les vacances scolaires, il paraît qu'ils sont très mal payés par rapport à d'autres professeurs dans le monde, mais quand même, par rapport au reste de la société, ils ne sont pas les plus mal lotis, semble-t-il. Je vous pose la question. Alors voilà, est-ce qu'on est face à un corpus humain avec le mammouth éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, les syndicats qui font la loi depuis des décennies? Pense-t-on, dit-on, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression, côté enseignant, côté parents, qu'on essaye de faire bouger les lignes, qu'on essaye de faire évoluer, qu'on essaye de retrouver cette légitimité écornée? Moi, j'ai pas du tout l'impression... j'ai pas l'impression d'un mammouth... c'est une énorme... C'est vrai qu'on est 800 000 enseignants, c'est énorme. Parfois, et nous, en tant qu'enseignants, on n'a même pas conscience de cette énorme machine, parce qu'on ne voit que des petits aspects de vous avez quand même dit qu'on vous transmettait des évolutions, des réformes par note interne, ce qui n'est peut-être pas quand même la meilleure façon de faire. Non, on a quand même... Non, j'ai pas dit ça. J'ai entendu ça. Non, ce que j'ai dit, c'est que nous, on était évalués par l'inspecteur. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, on a été convoqués...
pour qu'on nous explique les nouveaux programmes. Donc la conduite du changement, vous la vivez bien dans votre métier. Mais je crois quand même, ce qu'il faut voir, c'est que le métier de professeur, c'est un métier solitaire. On est seul à préparer ses cours, on est seul devant sa classe et on est seul à corriger ses copies. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Et bien pourtant, ça me paraît une évidence. Ah et oui. je pense que c'est une part du malaise aujourd'hui des enseignants. Alors, ils ne devraient pas être seuls, vous voulez dire? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas travailler comme ça. Je pense qu'il est extrêmement important de travailler en équipe. Je pense que quand on n'a plus beaucoup de prestige social, on n'est pas très bien payé. Si en plus on est tout seul, oui, surtout l'été. Enfin là, je pars en vacances avec 130 copies donc de lycée, donc ça va un petit peu changer mes vacances. Voilà. Si en plus on n'a pas entre nous un minimum de convivialité, de solidarité, d'esprit d'équipe, ça peut devenir vraiment très très dur. Il y a un problème de travail d'équipe, à votre avis, Jacques Arrête? C'est rendu plus nécessaire. L'enseignant était tout aussi solitaire il y a 50 ans, simplement dans un métier qui était considéré comme prestigieux il y a 50 ans ou 100 ans, la question du travail d'équipe se faisait moins cruciale. C'est-à-dire que la question importante, c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que le regard sur les enseignants ait tant changé. Il a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au fond, pour beaucoup de gens, pas tous, moi je suis un peu à part en étant fils d'enseignant, mais pour la plupart des personnes, moi, un enseignant, c'est une personne peut-être un petit peu étriquée, qui n'a pas vraiment voulu aller plus loin dans une vraie réussite, qui serait de faire des études vraiment plus lucratives et où on apporte de la richesse à la nation. Vous m'avez raconté cette très bonne anecdote sur un professeur de prépa. Oui, un prof de prépa qui moi, au moment de la réunion avec les parents, il est avec une de ses élèves qui est un petit peu impertinente, donc il dit à sa mère, bon, il y a peut-être un effort à ce niveau-là à faire. Donc un prof de prépa, en principe, c'est un statut. Oui. Bon, et la mère, qui voulant bien faire, dit à sa fille, il faut quand même que tu écoutes ton professeur, il n'y a pas de saut métier. donc c'est pour montrer au fond, alors c'était vraiment de bon cœur de la part de cette dame, bien faire. Mais ça montre bien combien le regard, alors c'est un professeur de classe préparatoire qui m'a raconté ça évidemment, et combien le regard sur l'enseignement, bon, un prof de prépa, il aurait pu quand même essayer de faire autre chose, quoi. C'est pas très... Vous voyez, donc il y a vraiment ce regard-là qui est très présent. Et puis en même temps, il y a une très grande attente, ce qui montre bien l'ambivalence qu'on a vis-à-vis des enseignants. C'est-à-dire qu'on attend quand même beaucoup d'eux. Oui, et en même temps, on considère que c'est un métier... On leur confie une grosse responsabilité tout de même. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prestige se mesure beaucoup à l'argent quand même. Donc, mais ce n'est pas la seule chose, parce qu'un instituteur en 1900, un instituteur débutant gagnait 1100 francs par an, quand un bon ouvrier qualifié gagnait 2000 à 3000 francs par an. Donc vous voyez qu'à cette époque où le prestige de l'instituteur était très grand, c'était pas lié. C'est parce que l'éducation était au cœur du projet républicain, et que le canal du savoir et de la promotion sociale, c'était l'instituteur. Et je pense aussi le fait de mettre en valeur la transmission comme un lieu essentiel. Là, on pense c'est l'acquisition de compétences. C'est pas la même chose que cette transmission qui est lieu essentiel de la reproduction de la République, d'une certaine manière. On n'est plus du tout dans cette vision-là aujourd'hui, je crois. En tout cas, notre position est complexe par rapport à ça. Je pense qu'elle mériterait d'être clarifiée. Je crois qu'on aurait besoin de réfléchir à la mission de l'enseignant, justement. Moi, j'aurais bien aimé que vous alliez un peu plus loin sur cette dimension du travail d'équipe pour remédier à cette solitude que vous semblez vivre, vous et vos collègues. Non, alors moi, justement, je ne le vis pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, d'abord, je travaille dans un... Il se trouve que je travaille dans un établissement, d'abord où la porte de la direction est toujours ouverte, matériellement et moralement. C'est-à-dire que si on a une difficulté, on peut toujours aller voir. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Mais pour un niveau ou deux niveaux, il y a une directrice de niveau, autre interlocuteur. Il y a une responsable de vie scolaire par niveau. Il y a suffisamment de surveillants. Donc déjà, il y a tout un ensemble d'adultes avec qui on peut parler. D'autre part, entre professeurs, on essaye beaucoup de travailler en équipe. Par exemple, là, pour les nouveaux programmes, on a constitué une équipe de professeurs de différents établissements pour se partager le travail. Ça ne supprime pas notre travail personnel, mais le travail d'approfondissement, éventuellement de bibliographie, etc. Et donc, on se réunit, on se donne des mails, mais on se réunit dans des dîners. Ça peut paraître très anecdotique, mais le fait de travailler de façon conviviale, de pouvoir échanger avec ses pairs, en fait, si on a une difficulté, en particulier pour des jeunes professeurs qui ont parfois honte s'ils ont du mal avec leur classe, si c'est des rapports amicaux, les choses sont beaucoup plus simples, à mon avis. Donc, moi, je crois au travail d'équipe et je crois que les jeunes professeurs sont beaucoup plus souples sur le travail d'équipe qu'autrefois. Je pense que ça change. C'est qui les jeunes professeurs? Qui devient enseignant aujourd'hui? Alors,
quelques enfants de professeurs, il faut bien le dire. Et puis, on a un exemple. Oui, voilà, exactement. Et puis, je crois qu'il y a des gens qui ont rencontré un jour une matière qui a changé leur vie, qui ont eu un émerveillement devant ce qui leur était proposé et qui sont animés de l'impératif de transmission. Pour moi, c'est ça. Vous avez la vocation d'enseigner ? Ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit par la transmission aussi, bien sûr. Il y a un goût de transmettre. C'est quelque chose de l'ordre du goût, oui, pour beaucoup de gens. J'ai été sur un autre thème, qui rejoint tout ça, très marqué ces derniers temps par ce qu'on a pu lire, notamment à l'occasion de ce drame absolu de ce professeur qui s'est immolé dans la cour de son école, par la dimension sociale de l'enseignant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il semblerait que l'enseignant soit, à moins qu'il s'y refuse, de plus en plus souvent invité, et pas seulement dans les quartiers populaires, à s'intéresser à ce que vit l'enfant à la maison, à ce qu'il vit dans son cadre familial, amical, etc. Alors il y a eu notamment des portraits ces derniers temps de professeurs, notamment dans le nord de Paris, qui se retrouvent avec des enfants qui dorment chez eux parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller ou qui leur fournissent des cartables, j'en passe des... Bon. Est-ce que sur cette dimension de l'engagement social, vous sentez quelque chose qui se développe ? Est-ce que c'est sain ? Est-ce que ça fait partie de son rôle ? Ou est-ce que c'est au contraire le signe d'un affaiblissement de toutes les solidarités sociales ? C'est des phénomènes qui sont plus marqués dans les milieux les zones les plus défavorisées, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez général, même si il me semble que être enseignant dans certains quartiers, c'est vraiment un autre métier, parce qu'on est amené justement à être plus en lien avec le social. Mais c'est un phénomène général, c'est non seulement effectivement de questions sociales, pas de cartable parce que pas d'argent, etc., mais des questions de fragilisation des familles aussi, voilà, qu'on attend de l'école, pas forcément seulement des enseignants en tant que tels, mais aussi peut-être tout le milieu scolaire, d'être attentif à un tissu humain, un tissu éducatif extérieur à l'école qui est fragilisé, et qui fait que une partie des élèves ne sont pas bien pilotés, entre guillemets, par leurs parents. Donc je crois qu'il y a cette attente-là, et qui est une attente un peu complexe, parce qu'en même temps, c'est vrai, c'est important de se poser la question, est-ce que c'est bien le rôle de l'école ? Est-ce que parfois aussi, c'est une manière de déposséder encore plus les parents ? Enfin, il y a plein de questions qui se posent à ce niveau-là. Oui, vous avez raison, je crois que c'est assez général. C'est vrai qu'on attend aussi de la part des enseignants d'être vigilants face à un comportement qui peut être différent à l'école ou en cours par rapport à la maison. Mais néanmoins, c'est extrêmement complexe parce que les parents reçoivent assez mal ce type d'observation de la part d'un professeur, d'une directrice ou quelque chose comme ça. Donc on revient dans ce climat de méfiance, défiance. Ou méfiance-attente. Les deux en même temps. Oui, Et est-ce que l'association de parents d'élèves que vous présidez ou d'autres ont ce rôle justement d'être aussi des éveilleurs des problèmes de telle ou telle famille qui génèrent tel ou tel comportement d'enfant ? Enfin, vous voyez, oui. Alors, l'association des parents d'élèves est censée faire le lien justement entre les parents, les autres parents d'élèves et le corps enseignant d'une manière générale, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, oui. Au sein de l'association des parents d'élèves, il y a un organisme précis qui s'appelle l'information et conseil aux familles, qui est expressément dédié à ce type d'écoute, qui marche dans les deux sens, effectivement. Sophie Bazin-Gessé, sur cet aspect plus d'investissement, j'allais dire, oui, social, enfin de présence aux difficultés vécues par tel ou tel élève ? Oui, je pense que ça fait partie, avec une certaine limite et dans une certaine mesure, de notre rôle de connaître les difficultés éventuelles que peuvent vivre les enfants, les élèves dans leur famille. Je crois que ça passe toujours effectivement par un dialogue avec les parents auquel on ne doit en aucun cas se substituer. Je pense qu'aussi, il peut y avoir, si on donne beaucoup dans ce sens-là, au bout de quelques années, ça doit être une certaine difficulté à porter aussi tout ce qui peut... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'investissement social, je crois que c'est incontournable d'une certaine manière, étant donné la structure actuelle de la société ou les difficultés actuelles de la société. Le problème, c'est que l'investissement social se mue parfois en exposition sociale de l'enseignant. Vous citez des cas dramatiques, c'est-à-dire que
quand l'équipe fonctionne, quand il y a une équipe pédagogique où les gens sont bien solidaires, ou quand l'enseignant s'expose avec des problèmes un peu difficiles des élèves, bon, ça peut fonctionner, même si c'est un peu lourd psychiquement à porter. Alors parfois, quand ça fonctionne un peu moins bien, quand il y a moins de solidarité de l'équipe, etc., ça peut être extrêmement gravissime pour l'enseignant, qui est exposé très directement à un certain nombre de questions qu'il ne peut pas gérer directement. Alors parfois, il y a des questions extrêmement lourdes. Ce n'est pas seulement des questions de discipline ou d'agression, mais voilà, on sent bien que des élèves qui sont de telles difficultés personnelles que n'importe quelle discipline aurait du mal à fonctionner avec eux. Vous, Sophie de Bazin, je sais, si vous avez ce type de constat, vous allez vous tourner vers la direction pour savoir ce qu'il faut faire, ou vous êtes autonome? Mais bien sûr. Moi, je suis professeur principal, je travaille avec la directrice de niveau. Donc immédiatement, bien sûr, on est deux, au moins deux, à gérer la question. C'est jamais seul. Alors j'aimerais, pour les quelques minutes qui nous restent, que vous preniez les uns et les autres le temps de nous dire quelles sont les qualités de l'enseignant qui mérite sa légitimité. Au fond, le portrait robot, non pas idéal, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui faut si vous aviez à les former, si vous avez à leur parler, ce qui vous arrive sûrement, mais dans un rapport peut-être un peu dominant-dominé. Mais enfin, si vous imaginez que vous êtes plus à égalité, quel est, et puis en fonction de ce que vos enfants vous renvoient aussi, quel est le portrait robot, quelles sont les qualités de ce professeur légitime? Qui veut commencer? Alors, on n'y est pas à égalité quand même, malgré tout, parce que justement, le professeur note nos enfants, donc les juge d'une certaine manière, ce qui forcément nous renvoie à nous-mêmes d'une manière où on a toujours un peu peur du professeur. Ouais. Les rencontres parents-professeurs, bon, c'est peut-être angoissant oubliez... pour les parents, mais pour les professeurs, pardon, mais c'est aussi très angoissant pour les parents. Ce qu'on attend un portrait robot du professeur idéal, c'est légitime. C'est qu'il porte notre enfant, qu'il l'élève au sens propre du terme, comme nous, voilà, qu'il l'aide, qu'il lui facilite ses apprentissages, tout en lui donnant une espèce de probité intellectuelle, une capacité à prendre les informations, mais à en tirer son propre jugement. À l'ouvrir aussi, peut-être? À l'ouvrir aussi, oui, tout à fait. Lui apporter des connaissances et des compétences, certes, mais lui apporter aussi les capacités d'avoir un certain recul par rapport à elle. Pas forcément les ingurgiter toutes faites, ça, on est bien d'accord que c'est totalement irréel. Ce n'est pas ça qu'on attend de l'enseignant. Vous trouvez que l'école doit être le lieu de l'apprentissage, de la rencontre et donc de la différence? Oui, absolument. Vous tenez à cet aspect des choses? Tout à fait. J'ai moi-même fait des études supérieures. Je pense que je serais capable d'apprendre à mes enfants à lire, écrire, compter, en me documentant un peu. Bon, encore une fois, la géométrie, je ne suis pas absolument certaine, mais peut-être même l'histoire. Je pense que j'arriverai à me documenter suffisamment pour apprendre l'histoire à mes enfants. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Ils ont besoin de vivre... dans une classe, justement, avec des gens différents et sous l'autorité d'un professeur qui leur apprend à vivre ensemble. Sophie Bazin de GC, vous avez eu 2 minutes pour préparer votre réponse. Nous vous écoutons. Alors, je crois d'abord qu'un professeur qui est légitime, c'est un professeur qui est compétent. C'est quand même d'abord la première chose qu'on peut attendre d'un professeur, compétent dans ses savoirs, compétent dans sa pédagogie. Je crois que c'est un professeur enthousiaste aussi. Je crois que s'il est heureux d'être là, les élèves le ressentent immédiatement. Donc, je pense que c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est un professeur qui respecte ses élèves. Et je crois que les élèves sont assez sensibles au respect qu'on leur porte. Respecter ses élèves, ça veut dire respecter leurs paroles. L'école, c'est le lieu de la parole. Il faut absolument qu'ils apprennent à s'exprimer. Il ne faut jamais se moquer d'eux, les casser, même s'ils vous ont ennuyé. Voilà. Eh bien, il faut respecter leurs paroles. Respecter aussi dans le fait de les évaluer justement. Enfin, cette justice, ce respect, je crois que c'est aussi une des qualités du professeur. Voilà, vous qui travaillez sur la question de l'autorité, j'ai l'impression qu'avec compétence, enthousiasme et respect de l'élève, il y a toutes les conditions pour une autorité légitime. Et je pense qu'il y a des lieux où ces conditions ne suffiraient peut-être pas. C'est bien, vous avez l'humilité de le reconnaître. Mais en tout cas, dans un cadre normal ou favorable, comme le cadre qui est le mien, oui. Vous êtes où géographiquement? Je suis dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Il n'y a pas de honte à être dans les Yvelines. Ah non, il y a de tout. J'assume très bien.
Jacques Arène, le portrait robot, c'est votre père, c'est votre mère, c'est les enseignants que vous avez admirés dans votre enfance? À l'époque, je ne les considérais pas comme légitimes, toujours. Mais, pas révolté de nature. Non, pas complètement. Je dirais, moi, je pense d'abord, la légitimité, à mon sens, elle ne se confère que dans un cadre. On ne peut pas se déclarer légitime tout seul. Sinon, on est dans des légitimités charismatiques, on s'impose par une espèce de puissance ou de force, d'intelligence, de compétence, c'est très bien, mais tout le monde ne l'a pas. Alors, il y a des gens hyper compétents, des gens un peu moins compétents, des gens qui ont une espèce de chaleur humaine rayonnante et d'autres un peu moins. C'est la même chose pour les parents, tout le monde n'est pas hyper compétent pour être parent. Donc, je pense qu'il y a effectivement toutes des qualités personnelles qui sécrètent de la légitimité, puis il y a un cadre qui sécrète de la légitimité. Et moi, je pense que le cadre est important. Et que souvent, moi, ce que j'entends, parce que j'ai travaillé même dans des hôpitaux qui s'occupaient d'enseignants, donc je connais un peu les enseignants en souffrance. Les enseignants malades. Malades, en difficulté psychique. Ce qui est frappant, c'est quand même effectivement, quand les choses ne vont pas bien, souvent la solitude des enseignants. Alors une solitude un peu paradoxale, parce que parfois ils l'ont recherché, mais pas toujours. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un cadre soutenant, qu'on ait une administration, une organisation de l'éducation nationale, des parents, toute une société qui soutienne un petit peu cette légitimité. C'est la même chose dans le couple. Si on ne soutient pas la légitimité du conjoint, si on le disqualifie devant les enfants, il est bien évident qu'il n'aura pas d'autorité sur les enfants. Bon, donc ça, ce cadre est important. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de qualités personnelles. Oui, mais vous avez l'air de les modérer. C'est-à-dire, vous avez l'air de dire que ce n'est pas une performance individuelle. Elle varie, les qualités personnelles. Alors, ce que je remarque, moi, en revanche, c'est qu'effectivement, il se passe avec l'enseignement des choses qui ne se passent pas avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. C'est très frappant, c'est-à-dire que quand vous demandez à des personnes qu'est-ce qui les a motivés pour certains choix dans la vie, alors parfois ils ont suivi papa ou maman, mais très souvent il y a des rencontres, et notamment des rencontres d'enseignants. Donc il se passe parfois des choses extrêmement importantes avec les enseignants, de l'ordre du modèle, de modèles qui sont proposés, d'une liberté de savoir, de choses comme ça. Alors évidemment c'est très magique, ça peut être très important, et donc on sent bien que c'est ce qui confère la légitimité à l'enseignement en général, et à certains enseignants en particulier, cette espèce de moment où quelque chose est possible de poser sa liberté de vie. Comme Sophie Gessé disait tout à l'heure, il y a une liberté qui s'exprime à travers l'acquisition des savoirs. Et ça, c'est très important. Jacques Arène, merci. Merci à vous également, mesdames, pour votre présence et l'intérêt de vos propos ce soir, ce débat sur la légitimité des enseignants. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouveau débat d'actualité. L'actualité toujours dans une perspective qui est celle de l'élection présidentielle. Le thème sera « Politique, où est la morale ?» À la semaine prochaine.